Bonjour à tous. Alors moi je viens intervenir pour vous parler un petit peu du potentiel naturel de l'enfant. Alors, je vais juste me familiariser avec la télécommande. Voilà. Donc moi je suis éducatrice de jeunes enfants depuis 13 ans et formatrice petite enfance et actuellement au cœur d'une création qui s'appelle Secret d'éduc, qui est un service que je souhaite créer, un service d'accompagnement pour les professionnels et pour les parents. Parce qu'ayant travaillé un certain nombre d'années dans les structures, je sais à quel point les journées peuvent être éprouvantes et j'avais le souhait de justement être dans de l'individualisation en termes d'accompagnement, de prendre le temps, comme on parlait tout à l'heure, et d'accompagnement aussi du côté des parents, parce qu'on le sait aussi, toute la charge parentale que c'est. Je suis aussi maman, mariée, et je suis partie en fait récemment pendant une année en tour du monde, en famille, pendant 11 mois, où j'ai pu en fait découvrir différents regards autour de l'éducation, et notamment, j'ai choisi pour aujourd'hui de vous raconter autour du potentiel naturel de l'enfant. Donc on le sait, chaque enfant a un potentiel naturel, une capacité, je dirais, innée à faire seul ses apprentissages. Mais là, on va essayer de voir comment, à travers les relations sociales, les expériences de responsabilisation, l'environnement et le cadre, ce que j'entends par le cadre, les règles et les limites, comment ce potentiel naturel peut être plus ou moins nourri. Parce qu'on le sait, on n'a pas tous les mêmes cultures en fonction d'où on est, hein, pour ceux qui ont eu la chance aussi de voyager un petit peu. Et justement, on va essayer de voir ça ensemble. Hop. Donc au niveau des relations sociales, pendant mon voyage, j'ai vu pas mal d'enfants développer des capacités relationnelles assez phénoménales, avec une grande autonomie et une grande maturité qui m'a clairement impressionnée. Les relations sociales s'apprivoisent en s'expérimentant, ça on le sait. Plus on laisse un enfant acteur, plus les enjeux de l'expérimentation sont intéressants pour lui et complètes. Donc on en parlait tout à l'heure, notre place en tant qu'adulte est finalement une sorte de juste milieu entre accompagner et laisser l'enfant acteur. Sur cette idée, je pense qu'on est tous convaincus sur cette idée d'apprentissage par l'expérience. Mais maintenant, on va voir quel degré, finalement, on peut penser la place d'acteur. Oh, pardon, j'ai été un peu vite là. Oh, je suis carrément sortie. Alors, hop. Voilà. Les relations sociales. Donc, je me trouvais, en fait, l'image que vous voyez là actuellement, c'est une image qui a été prise à Bambo, dans la région de Sapa, au Vietnam, où j'ai résidé quelques jours dans le village et où j'ai pu avoir la chance d'observer des groupes d'enfants. Ces enfants-là, donc, étaient âgés entre 2 et 5 ans, l'équivalent à peu près du groupe d'enfants maternels, hein, pour nous. Et il se trouvait que ces enfants-là se trouvaient en présence d'un gobelet de fraises donné par des touristes et dans un désaccord de qui aurait les fraises, forcément. Donc il y a eu 5 minutes, je dirais, d'échange entre les enfants, de chahut, voilà, d'ossement de ton, de tirage de t-shirt, voilà, de désaccord. Les fraises ont tombé, les fraises ont été ramassées. Et finalement, à la fin de l'histoire, au bout des 5 minutes, les fraises auront été distribuées de manière équitable par les enfants. Donc il y avait des adultes autour, présents, qui en partie étaient leurs parents et qui ne sont pas intervenus. Et j'ai discuté, parce que ça c'est une situation parmi tant d'autres que j'ai trouvées en Asie, j'ai discuté avec les familles, parce que j'ai fait pas mal d'immersions au niveau des familles et j'ai fait des immersions au niveau dans les structures d'accueil petite enfance qui, dans certaines régions, étaient présentes. Et il s'avère que c'est vraiment habituel de laisser les enfants expérimenter le conflit. Alors c'est habituel, c'est culturel dans le sens où là-bas les parents aussi ont besoin de beaucoup de temps pour travailler, donc sont occupés principalement par le besoin de travailler, le besoin financier. Mais aussi parce qu'ils voient que ça fonctionne. Ils voient que l'enfant a tout à fait les capacités et le potentiel pour interagir entre eux. Moi, clairement, j'ai été subjuguée. Je m'imaginais des scènes de catch qui auraient pu arriver à l'école maternelle, mais visiblement, c'était possible.
L'idée aussi que les enfants gèrent leurs conflits est quelque chose de culturellement possible, je me dis que ça ouvre les champs des possibles aussi dans notre accompagnement, parce que plus on est convaincu de quelque chose, plus les choses ont la place aussi d'exister. Proposer à l'enfant le premier rôle, la possibilité de trouver les solutions, d'être finalement la solution, c'est vraiment possible. Juste parenthèse, je parlais des cultures qui peuvent nous limiter, mais je pense aussi la théorisation peut être aussi une limite. Donc elle est une richesse, bien évidemment, grâce à tous les auteurs qu'on peut lire, grâce à tous les pédagogues, mais ça peut peut-être être une limite quand des fois on s'arrête à cette théorisation. Si je prends l'exemple de la phase égocentrique qui s'étend sur un certain nombre d'âges, on pourrait se dire, ben non, il est encore dans cette phase égocentrique, il ne peut pas prendre en compte le besoin, la demande de l'autre. Donc je pense que les deux sont à prendre en compte, à la fois l'expérience et la théorie. Et donc au niveau des neurosciences, par contre, ce qui est mis en avant, c'est aussi ce potentiel naturel d'empathie qu'ont les enfants. Et je pense que dans ces situations, c'est ça aussi qui joue dans la balance, dans le fait que les enfants arrivent à résoudre leurs désaccords. Donc peut-être professionnel, vous, parce que j'ai quelques souvenirs, moi aussi en tant qu'éducatrice de structure, vous vous dites peut-être aussi, c'est compliqué dans le contexte, dans votre contexte, parce que vous aurez peut-être peur et la crainte que finalement ça déborde, qu'une griffure arrive sur la joue ou alors qu'une bosse arrive sur la tête, ce qui est tout à fait compréhensible. Là, peut-être, ce qui est intéressant d'identifier, c'est peut-être un besoin d'échange autour des parents, pour savoir aussi, finalement, qu'est-ce qu'un conflit. Parce que dans notre société, je trouve, c'est encore perçu par moments comme quelque chose de négatif, alors que finalement, le conflit, c'est juste une opposition de point de vue, ce qui est totalement humain, puisqu'on fonctionne différemment, on pense différemment. Donc pourquoi pas reparler avec les parents de tout ça aussi, reparler en équipe sur l'importance du conflit. Le conflit a lieu inévitablement, et construire les relations. Et de permettre justement cette expérience, c'est aussi accepter que le conflit n'est pas forcément négatif. Et pour les parents les plus réfractaires, on ne sait jamais, vous allez en trouver, il est possible que vous échangiez de manière plus approfondie avec eux, posez-leur la question, finalement, est-il plus productif que l'enfant expérimente et développe son potentiel naturel maintenant à la crèche ou chez la nounou, entouré de professionnels bienveillants, ou est-il plus productif qu'il l'expérimente à l'école où malheureusement le taux d'encadrement n'est pas forcément plus favorable et donc l'accompagnement ne sera pas forcément plus efficace. Avoir l'extrême bienveillance de la population asiatique qui se reflète dès l'enfance, j'ai vraiment tendance à penser que ces expériences où l'enfant comprend qu'il a en lui les capacités humaines, relationnelles, je trouve que ça porte ses fruits. Alors on pourrait se dire aussi que l'éducation des valeurs humaines comme le respect de l'autre, la liberté des uns et des autres est une question uniquement une priorité parentale, sphère familiale. Oui, en partie, parce que j'ai tendance à penser aussi qu'au vu du contexte familial actuel, les enfants passent en moyenne autant de temps, voire plus de temps dans les collectivités qu'au sein de la sphère familiale. Vous l'avez sûrement remarqué, quand on est sur des contrats de famille qui avoisinent les 40 heures semaine, on est sur à peu près le même temps qui reste, si je compte le week-end, et encore, je ne vous ai pas enlevé le temps des siestes. Donc là, tout ça pour vous dire qu'il est important aussi qu'à la crèche, ils puissent, ou alors chez la nounou, expérimenter aussi ces valeurs humaines. Concrètement, ça peut se décliner sur des réflexions pour animer au niveau des équipes autour des projets éducatifs et pédagogiques. De quelle manière développer par les actes du quotidien cette fameuse empathie qui évitera que les enfants développent aussi de mauvais réflexes d'autodéfense, etc. Éveiller le sens de l'observation du jeune enfant concernant les besoins et les désirs des autres enfants grâce à leur empathie naturelle. Expliquer aux parents l'importance d'expérimenter les relations sociales et le conflit, on en parlait tout à l'heure. Au-delà de l'autonomie développée autour des relations sociales, j'ai pu voir aussi l'autonomie développée grâce aux responsabilisations données aux enfants
dès le plus jeune âge. Donc là, vous voyez entre autres la photo du haut, une fillette de 6 ans qui tous les jours garde son petit frère de 6 mois à l'époque. Là encore une fois, ce choix, sans être un réel choix, amène fatalement l'enfant dans une situation de responsabilisation. Décalage culturel, j'entends. Une parenthèse ici, j'ai été particulièrement étonnée aussi de l'attitude posée et très concentrée des enfants, très, très posés, très calmes, mais vraiment dans une extrémité que je n'avais jamais connue. Je pense que les missions responsabilisantes, ils sont pour quelque chose. L'enfant se dépense et intellectuellement se nourrit. Ce qu'il fait a du sens pour lui et envers les autres. Là, on voit, j'étais à Paksong au Laos et on voit donc un petit loulou de 2 ans et demi qui est en train de bêcher le jardin. Donc rassurez-vous, je ne vous demande pas de donner une bêche aux enfants dès lundi matin. Mais c'est juste pour vous montrer finalement jusqu'où l'autonomie, jusqu'où les responsabilisations peuvent aller. Bon, rassurez-vous, il y a son grand frère de 7 ans qui supervise. Voilà pour vraiment ce côté, ce décalage. Concrètement, là aussi, n'hésitez pas à les missionner, à les responsabiliser, ranger les couches, mettre la table, servir de l'eau aux autres enfants, s'entraider à se mettre les chaussures, au risque que la chaussure de droite aille sur la gauche. Mais voilà, plein de petites actions qui peuvent développer une autonomie et une responsabilisation. Ne pas forcément aussi donner des missions trop simples. De toute façon, vous le verrez assez vite. Les missions trop simples, les enfants, ils ne vont pas y rester très longtemps parce que justement, le challenge n'est pas assez élevé. Et quand je vous disais tout à l'heure que le niveau de concentration des enfants était tel que je n'avais jamais vu, c'est parce que la mission, justement, qui est donnée à ces enfants et demande de la concentration. Ils savent qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. Donc, il y a vraiment un challenge aussi important à penser. Donc, qui dit responsabiliser les enfants dit faire confiance. Ça, c'est pas toujours évident. Encore plus quand ce n'est pas nos enfants. Quand on a la charge aussi de garder les enfants. C'est prendre des risques et ce n'est pas une mince affaire. En toute modestie, je pensais avant le voyage être une maman qui faisait confiance à ses jumeaux. Mais finalement, je me suis rendu compte que pendant le voyage, j'avais encore une marge. J'avais encore une marge pour pousser finalement, pour repousser mes limites et puis m'autoriser à certaines choses. Donc je vous partage juste 2 petites photos personnelles où à gauche, vous voyez mon fils dans un centre de réhabilitation pour éléphants. Et ce centre de réhabilitation, en fait, on y était sur plusieurs jours et du coup, on a observé les propriétaires du coup soigner les éléphants, préparer des mets médicinaux et puis leur donner le bain, enfin voilà. Forcément, les enfants qui ont envie de faire de même. Donc mon fils voulait se tenter, sachant qu'au niveau de sa personnalité, on est sur un garçon qui est rempli d'énergie et qui peut partir un petit peu dans tous les sens. Et je me suis dit, allez, écoute, si tu te sens, vas-y, fais-le. Sachant que le mets médicinal était à préparer avec une machette pour couper le bambou. Donc, j'ai pris sur moi, nous avons essayé. Et finalement, parce que le challenge était très, très, très élevé, c'est la première fois de toute ma vie que je l'ai vu aussi concentré. Donc là, voilà, c'est vraiment pour vous dire que c'est vraiment possible. Et à droite, on voit ma fille qui, habituellement, est sur des randonnées maximum entre 800 et 900 mètres avant le tour du monde. Et encore un comptine, etc., pour combler les trous. Et finalement, le jour où elle a voulu aider ce petit garçon à ramener l'eau, je suis émue parce que les scènes sont assez émouvantes. Pardon. Qui a voulu en fait porter son secours à cette population parce que c'était des enfants qui tous les jours allaient chercher de l'eau à la rivière et filtraient l'eau 2 fois par jour et faisaient 12 km à chaque fois pour le faire. Sauf que là, parmi les enfants, il y en avait certains de malades. Et du coup, elle a voulu justement rendre service. Donc j'ai dit, il n'y a pas de souci, on y va. Et c'est quand on commençait à marcher, je me suis dit, mais c'est dans 12 km là. Et donc elle aura 24 allers-retours. Mais j'ai calculé après et porté par le sens, je pense, de l'action. Je ne l'ai pas du tout entendu. Et voilà, elle était à fond, quoi. Donc voilà, juste pour vous partager tout cela. On va continuer à parler du potentiel naturel de l'enfant maintenant en parlant de
l'environnement. L'environnement, comme je vous l'avais dit, j'ai été principalement dans les pays... non, je ne l'avais pas encore dit. Dans les pays sous-développés, pardon. Et donc, il n'y avait que très peu de jeux. Un exemple ici, à Battambang au Cambodge. Vous avez un groupe d'enfants qui jouent dans le village. Voilà, donc ça, c'était leur terrain de jeu. Mais finalement, très rapidement, la pauvreté des jeux au niveau du matériel amène fatalement la notion d'importance de l'être humain. Parce que tout simplement, l'autre avec un A majuscule est un objet d'intéressement. Si l'enfant se dispute avec l'autre, il n'a plus rien. Donc il a tout intérêt à nourrir cette relation. Et sur mes 11 mois de voyage, clairement, j'ai vu une scène de dispute en collectivité, tout confondu, hein, collectivité, village, fratrie, etc. J'en ai vu que très peu. Parce que je pense que la notion de... Oui, voilà, la notion de l'être humain est mise en avant. Et pour l'avoir testé personnellement, parce que 11 mois en sac à dos, on n'amène pas la salle de jeu. On amène 2 jeux de cartes et un jeu d'échecs aimanté, c'est tout. Et pour avoir fait l'expérience, pendant le voyage, mes jumeaux ne sont quasi pas disputés parce que voilà, ils l'ont très vite compris. Ils avaient leurs réflexes au début, sauf qu'ils ont vite compris qu'ils y perdaient tout. Et finalement, voilà, ça montre vraiment aussi l'importance de l'environnement. Ces environnements qu'on pourrait classer de pauvres, finalement, sont des environnements très riches au plan humain. Alors dès à présent, vous pouvez éventuellement, si ça vous tente, de tester des temps d'expérimentation où l'environnement proposerait plus d'expériences humaines que d'expériences matérielles, comme les ateliers rien ou les journées rien. Voilà. Sans support particulier. Sensibiliser aussi, je pense, c'est important, les parents, parce qu'on est encore dans une société de consommation, je trouve, à mon sens. Et n'hésitez pas à les sensibiliser sur la surstimulation et les impacts que ça peut avoir. Et pour finir, je vais vous parler du règle et du cadre. Voilà. On peut voir aussi en France, de ce que j'ai vu moi dans mes accompagnements ou même quand je travaillais en tant qu'éducatrice, certains professionnels, on va mettre au masculin quand même, usés par le fait en fait tout simplement de répéter les règles et les interdits. Et des parents parfois à bout de souffle, voire en burn-out. En plus de la charge mentale que toutes ces personnes ont sur l'organisation, on sait qu'on a la maison à gérer, on a plein de choses, les rendez-vous, etc. Nos limites et nos interdits, finalement, sont-ils tous fondamentalement nécessaires? Alors, ce coup-ci, je vous amène en Nouvelle-Zélande, à Taupo, où, dans cette rue, j'ai croisé cette famille qui, si vous regardez le petit détail, sont pieds nus. Alors ça, c'est quelque chose que vous pouvez voir dans toute la Nouvelle-Zélande. Ils appellent ça la latitude kiwi. C'est parce que, clairement, c'est culturellement intégré, c'est culturellement autorisé. Vous allez avoir des personnes pieds nus, enfants comme adultes, dans les parcs de jeux, dans les magasins, dans les rues. Quand j'ai questionné les familles, bien évidemment, pour comprendre un peu d'où ça venait, on m'a répondu de manière assez naturelle et générale, « Why not ?» Pourquoi pas? Et finalement, dans ce pourquoi pas, il y a cette idée où cette règle n'entrave ni le bien-être de l'un, ni le bien-être des autres, ni la sécurité, parce que potentiellement, ce sont des enfants qui font très, très, très attention où ils marchent. Parce que sensoriellement, là, ils ressentent aussi, voilà, ils savent que ça a une conséquence. Contrairement à nous, occidentaux, qui pourrions dire à nos enfants toutes les 5 secondes, « Regarde devant toi, il y a un poteau. Regarde devant toi, il y a ça. » Donc voilà, les règles et les limites sont influencées finalement par notre propre éducation, par nos convictions, par nos cultures et peut-être aussi un peu par nos peurs. En pratique, on peut éventuellement observer à l'heure actuelle quelles limites, quels interdits finalement sont superficiels ou sont fondamentaux. Sur quoi ils sont-ils basés? Est-ce que c'est uniquement culturel? Est-ce que c'est pour la sécurité, etc. Accompagner les parents également dans cette réflexion, les soulager en filtrant les non essentiels. Alors les non essentiels pour les uns ne sont pas forcément pour les autres, donc après chacun aussi bien sûr suivent leurs convictions. Ce qui les aidera à limiter finalement aussi pour les parents la charge mentale quand on sent que les parents ont un burn-out. « Mais j'ai répété ça, je suis tout le temps derrière lui, je lui interdis ça, il ne m'écoute pas. » Mais peut-être que justement cette charge de limite est trop importante. Et peut-être que justement si vous les accompagnez à diminuer cette charge mentale,
ça leur laissera peut-être la possibilité de penser à vous le lundi matin et de ramener la photocopie du carnet de santé si toutefois vous étiez depuis 3 semaines à lui demander. La petite parenthèse par rapport à ça, c'est pour aussi souligner que des fois les parents ne le font pas forcément exprès d'oublier les choses ou de ne pas penser aux choses. Des fois la charge mentale est vraiment trop importante. En toute sincérité, pour avoir vu la sérénité déconcertante de ces parents, que ce soit en Afrique, en Asie ou en Océanie, de ces professionnels également que j'ai rencontrés dans les structures, ça vaut vraiment le coup de faire un tri des règles et des limites. Quelles sont finalement les priorités éducatives? Qu'est-ce qui fait sens pour l'enfant? Donc en conclusion, on a vu les enfants ont un infime potentiel naturel qui ne demande qu'à être exploité, une énergie qui ne demande qu'à être utilisée. Si l'on utilise uniquement la théorisation, notre culture, je pense que cela peut être limitant. Alors si nous laissons guider par l'enfant sur ce qu'il a envie d'expérimenter, nous élargissons les champs des possibles. Alors n'hésitons pas, osons, testons, découvrons de multiples façons de faire émerger le potentiel naturel et j'ai envie de dire le potentiel universel des enfants. Merci.